Jean-Marie Bockel, bonjour. Bonjour. Ancien ministre sur les sujets de coopération, de justice et de défense, vous avez été maire de Mulhouse. Vous avez été nommé envoyé personnel du président de la République en Afrique en 2024. Vous avez rendu un rapport sur la reconfiguration de notre dispositif militaire en Afrique en novembre dernier. Vous avez été auditionné à la commission de la défense aux assemblées. Alors, ces dernières années, les publicités de recrutement de l'armée se présentaient sous forme d'un arrière-plan désertique. Les prochaines années, peut-être cet arrière-plan sera ukrainien. Est-ce que, avec ce qui s'est passé en 2024 et les conclusions de votre rapport, l'armée en Afrique, c'est fini? Ça n'est pas fini dans la mesure où la France reste présente de manière importante dans la base de Djibouti et dans la mesure où le résultat de ma mission, c'est-à-dire un désengagement plus ou moins progressif des 4 pays où nous avions encore des bases permanentes, se traduit par une transformation de la relation de défense à la fois avec ces pays, mais aussi avec un certain nombre de pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, mais aussi anglophones ou autres, avec lesquels un nouveau partenariat de défense se construit, sans qu'il n'y ait forcément besoin pour cela de bases permanentes. Donc la France présente en Afrique comme jadis, c'est d'une certaine manière terminé, mais pour permettre peut-être une forme de présence différente, acceptée, et où la dimension militaire, lorsqu'elle existe, s'inscrit dans un partenariat plus large et surtout en soutien du renforcement de la souveraineté, notamment en matière de défense de ces pays par rapport aux nouvelles menaces auxquelles ils sont confrontés. Alors on va en parler. Ces dernières années, l'opinion publique africaine était de plus en plus critique à l'égard de la présence militaire française, d'armée de libération face aux forces djihadistes. On est passé à un sentiment d'armée d'occupation. Comment expliquez-vous ce phénomène et peut-être que nous n'ayons pas vu venir le danger sous-jacent? En fait, si on veut être concret sur l'exemple de Barkhane auquel vous faites allusion, Serval, la libération, oui. Puis Barkhane, il faut d'abord avoir la modestie de dire que, comme souvent dans l'histoire, on n'a pas la machine à remonter le temps. C'est-à-dire que quand on analyse aujourd'hui les différentes étapes et les différents moments de cette présence, on se dit que si on avait su à certains moments ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait organisé notre départ plus tôt, différemment, etc. Sauf que il faut avoir à l'esprit que Barkhane, ça a été aussi, s'inscrivait également dans une démarche qu'on a appelée le G5 Sahel, c'est-à-dire qu'à côté de la démarche militaire et de sécurité, qui à l'époque était indispensable, sauf à voir émerger des califats djihadistes dans ces pays du Sahel, il y avait une démarche plus large, et qui reste d'ailleurs au fond toujours d'actualité, qui était de considérer sur l'ensemble de ces pays, et pas seulement le Mali, sur lequel a eu lieu d'abord cette intervention. À la demande du pays. Hein, à la demande du pays, merci de le rappeler. C'était une démarche où il devait y avoir ce triptyque sécurité. Sans sécurité, rien n'est possible durablement. État. Avant même de parler d'état de droit, il y avait dans certains de ces territoires un délitement complet de l'État. Et donc, on a même parlé d'État failli. Hein, oui. Exactement. Et développement au service des populations. Et tout ça, ça se tient. Il ne peut pas y avoir de développement si les premières conditions ne sont pas au moins un tant soit peu réunies. Et au fond, ce travail-là, il s'est mis en œuvre au fil des années.
Il y a eu par exemple, sur le plan militaire, la reconstruction, le soutien à la reconstruction de forces de défense, que d'ailleurs souvent les pays eux-mêmes avaient déconstruit. Hein. Et d'ailleurs aujourd'hui, on en a encore les traces. D'ailleurs ces pays ont des forces de défense qui sont certainement plus... comment dirais-je, enfin là je pense notamment au Mali, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, évidemment, mais qui sont certainement plus solides, même si elles sont encore très insuffisantes par rapport aux menaces, à ce qu'elles étaient au moment où nous avons dû intervenir. Donc, est-ce qu'on peut faire un parallèle, peut-être exagéré, mais avec la situation actuelle entre les États-Unis et l'OTAN et l'Europe, c'est-à-dire que finalement la France jouait le rôle de parapluie de sécurité pour ces pays-là et que l'investissement dans les forces locales n'était pas suffisant. Mais, comparaison n'est pas raison. Moi, je voulais simplement terminer mon raisonnement d'une phrase en vous disant que ce travail porté par la démarche du G5 Sahel, qui avait d'ailleurs été relancée à Pau en janvier 2020, après la tragédie de novembre 2019, a créé quand même un début de dynamique qui a fait que, au fond, tous les partenaires se sont dit, à commencer par les Français, le bon moment de partir, hein, ce sera le moment où vraiment on pourra dire que cette dynamique est en marche. Et c'est ça qui a fait que on a duré, en quelque sorte. Alors la comparaison avec la situation en Europe, donc comparaison n'est pas raison. Par contre, c'est vrai que, d'ailleurs ça a aussi nourri le discours anti-France, il y avait un peu cette idée reçue pendant des années, même des décennies, que la présence militaire était, alors, pour certains pays, et ça c'est entendable, mais aussi évidemment souvent pour certains régimes au pouvoir, une sorte d'assurance vie. Hein. Comment vous dire? Les limites de la comparaison, c'est qu'en Europe, peut-être que, comme on le dit souvent aujourd'hui, beaucoup de pays, et aucun n'y a complètement échappé, la France un peu moins que d'autres, mais quand même, on a vu aussi nos budgets fortement baisser, nos moyens fortement baisser. On était dans l'idée des dividendes de la paix. On pouvait passer à autre chose, grâce au parapluie américain. Par contre, dans un certain nombre de pays africains, je ne généralise pas, on a également été confronté, d'où mon rappel du triptyque sécurité, État, développement, à une dégradation. Il n'y a pas de fatalité en Afrique, pas plus qu'ailleurs, mais une dégradation et des moyens de sécurité, qui ont été réduits, voire abandonnés. Enfin, quand on y pense, c'est quand même grave. La manière dont les élites et les dirigeants, au fond, se sont également retirés, enfin, ont désinvesti de ce que devrait être partout le niveau minimum de ce que doit être un État, avec par ailleurs un développement de la corruption, voire même parfois des systèmes de prédation. Ça, c'est quand même une réalité. Donc, si vous voulez, moi j'ai aussi parfois l'impression, c'est pour ça que d'ailleurs j'étais en accord avec la mission qui m'a été confiée, hein, d'aller vers un retrait progressif de la présence militaire, car c'est peut-être aussi l'occasion et le moment de dire à nos partenaires et amis, prenez maintenant pleinement vos responsabilités par rapport aux défis auxquels vos pays sont confrontés. On ne va pas pouvoir, pendant des décennies encore, trouver un bouc émissaire, dire c'est parce qu'il y a eu un jour une colonisation, c'est parce qu'il y a eu un jour une période postcoloniale que aujourd'hui nous n'arrivons pas à trouver les voies de notre propre développement. Autant nous avons fait un certain nombre de pas, et on en fera peut-être encore, sur la reconnaissance de nos fautes, de nos erreurs. C'est bien, historiquement, il faut savoir le faire, comme Emmanuel Macron l'a fait au Rwanda, etc. Mais à un moment donné, et certains pays africains d'ailleurs l'ont compris, et parfois d'ailleurs il y a très longtemps, il faut prendre son destin en main. Parce que ce qui est intéressant aussi, il se trouve que, comme tout le monde, il y a des pays qu'on connaît mieux que d'autres.
Et moi, en Afrique, je connais plus ou moins certains pays. Il y a des pays que je connais beaucoup mieux que d'autres. Je connais par exemple le Mali. Je connais très bien le Mali pour l'avoir sillonné dès les années 90 et même avant, etc. Et ça me permet de dire que, contrairement à l'idée parfois reçue d'un pays où rien ne va depuis très longtemps, non, c'est pas le cas. Moi, j'ai connu des périodes et je me suis rendu au Mali. J'ai eu des actions de partenariat avec des amis maliens qui sont restés des amis. À un moment, je vous parle par exemple en ce qui me concerne des années 90, début des années 2000, où c'est un pays, c'est un exemple, où il y avait un État qui fonctionnait, pas seulement dans la capitale, où il y avait une corruption qui était plutôt moindre qu'ailleurs, où il y avait des dirigeants de qualité. Hein, et une coexistence entre les religions de toute façon, pacifique. Oui. Il y avait déjà des problèmes, il y a toujours eu, ce sont des pays qui ont été un peu constitués dans leurs frontières après la colonisation, de manière parfois un peu artificielle, enfin, tout ça on le sait. Oui. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire, vous savez. Et donc à partir de là, il y avait déjà des tensions entre le nord et le sud, entre les éleveurs, les Touaregs et les Bambara et les paysans, etc. Mais ça n'empêchait pas le pays de passer des accords de paix, de sortir parfois de risques de guerre civile qui ont pu exister, de se tourner vers l'avenir. Ça n'empêchait pas la jeunesse d'avoir peut-être d'autres horizons que le sauve-qui-peut, même si c'était déjà compliqué. Bref, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir, et donc, pour avoir connu ces périodes, je sais que la désespérance, la fuite en avant, n'est pas une fatalité. Alors, mais tout à fait d'accord, Jean-Marie Bockel, mais néanmoins, en 2022, au Mali, a été signée la fin de l'opération Barkhane. En 2023, au Burkina Faso, la dénonciation de l'accord militaire nous a mis dehors. En 2023, au Niger, les putschistes demandent le départ de 1500 soldats français. Même si chaque situation est particulière, on est frappé par l'effet domino dans cette zone. Nous n'avons pas convaincu, visiblement, dans notre lutte contre le djihadisme. D'abord, les événements que vous rappelez sont le fruit de coups d'État. Bon. Alors après, évidemment, on peut toujours s'interroger sur les causes d'un coup d'État, sur des éléments de mécontentement qui peuvent exister. Si vous prenez l'exemple du Burkina Faso, la présence militaire française permanente était quand même limitée et discrète. Hein, donc voilà. Bon, au Niger, il y a eu bien sûr cette présence accrue après le départ du Mali, mais il y a eu aussi, essentiellement d'ailleurs, des conflits intérieurs. Hein, mais je vais pas, on pourrait passer des heures à développer ce point. Pour autant, on voit bien aujourd'hui que ces coups d'État n'ont pas diminué cette menace djihadiste. Quand vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso et la manière d'ailleurs dont certaines décisions sont prises, les volontaires plus ou moins, comment dirais-je, forcés, avec derrière des massacres dans des villages entiers, etc. C'est horrible, c'est terrible. Je ne suis pas certain que on est sur une question de relation avec la France ou de responsabilité de la France. C'est une autre histoire qui est en train de s'écrire. C'était pour bien poser le contexte dans lequel vous arrivez au moment de votre... oui, voilà. Non, mais alors le contexte, c'est que on a été chassé après ces coups d'État comment dirais-je, sur fond de capacité d'un certain nombre de dirigeants qui trouvent un bouc émissaire facile par rapport à les difficultés internes, voire de compétiteurs agressifs, je pense à la Russie, de montrer du doigt la France et de jouer la carte, qui s'est jouée d'ailleurs dans d'autres pays et à travers des consultations démocratiques comme au Sénégal de manière plus pacifique, mais c'est chaque fois le fil rouge, c'était de dégage la France, quoi. Hein. Et on voit bien, enfin, moi j'ai vu récemment un reportage sur la Centrafrique et le jeu qui est joué, la manière dont les populations sont instrumentalisées. Bon, on se dit que, au fond, réduire et voire
faire cesser cette empreinte militaire permanente ne réglera pas tout du jour au lendemain. Hein, et n'empêchera pas ceux qui veulent nous montrer du doigt de le faire. Mais tout de même, ça nous permet de faire évoluer les partenariats sans avoir à porter ce qui, au fil des années, ce qui hier encore était souvent considéré par les pays comme un atout, comme un plus, comme un élément fort de partenariat de confiance, et là ça devient une difficulté, un handicap et un facteur comment dirais-je, de déstabilisation de la présence française. Donc il faut savoir par moments tourner la page pour pouvoir rebâtir une relation partenariale, et c'est un peu dans l'esprit, c'était un peu l'esprit de ma mission. Alors justement, j'aimerais qu'on vienne voilà, sur l'objet de votre mission. Donc première mesure, alors en tout cas concomitante ou effet de vos préconisations ou pas, pour faire face à la situation évolutive que vous décrivez. L'été dernier, en 2024, a été créé un commandement pour l'Afrique, dirigé par le général Pascal Yanni, qui est spécialiste de l'influence. Et de la contre-influence. Pour coordonner la nouvelle stratégie militaire en Afrique. Alors curieusement, ce commandement est basé à Paris. Est-ce que ça montre une prise de distance avec le terrain ? Déjà, ça montre un intérêt maintenu de la France, et en l'occurrence de l'état-major des armées, pour ce que doit être dans le monde qui vient un partenariat de défense avec ces pays, avec ou sans base, ou avec un certain nombre de pays comme par exemple la Côte d'Ivoire et le Gabon, un entre-deux, où peu à peu la présence permanente évolue à travers une gabonisation du camp Charles de Gaulle à Libreville, une ivoirisation comme ça s'est fait le 20 février en présence de Sébastien Lecornu de Port-Bouët à Abidjan, sans qu'il n'y ait une rupture, ni un départ, ni une fin du partenariat. C'est une autre histoire. Et ça passe forcément par une coordination qui doit s'adapter à ce monde, c'est-à-dire des ancrages différents, évidemment moins visibles, mais des ancrages permanents là où c'est possible, un partenariat militaire sans présence militaire permanente dans un certain nombre de pays où ces partenariats se développent. On pourrait citer le Bénin, la Mauritanie, le Cameroun, enfin toute une série de pays, des pays anglophones comme le Nigeria par exemple, l'Ouganda, ou lusophone, le Mozambique, etc. Et ça traduit également une autre idée forte, c'est que nos partenariats de défense ne passent pas forcément, je pense notamment à la dimension aérienne, voire maritime, par une présence permanente, mais par une capacité à un niveau régional, à partir de bases encore existantes, et je pourrais rajouter Djibouti, ou même en lien avec la métropole, grâce à des aéronefs quand même assez rapides, de ce qui peut être un partenariat, un soutien éventuel dans un cadre multilatéral, bien sûr, en cas de crise. Et il est bon pour cela que le commandement soit au cœur du dispositif de commandement militaire français, de manière à pouvoir être au cœur des coordinations nécessaires, pas seulement en cas de difficulté, mais également pour pouvoir bien organiser en lien entre l'Afrique et la métropole française, les formations, les accueils de cadres, les écoles, nous en avons 22 écoles nationales à vocation régionale dans des pays africains, les académies, il y en a une à Abidjan contre le terrorisme, qui est maintenant européenne, mais c'était une initiative française. Nous avons une autre qui est en train de se constituer sur les enjeux de forêt au Gabon. Donc tout ça, au fond, c'est cohérent que ça passe, que ce soit coordonné par un commandement basé au sein de l'état-major. Et je pense que c'est même mieux, hein, car ça montre bien qu'il n'y a pas une volonté de présence trop localisée. Oui. Voilà. Alors, Jean-Marie Bockel, vous êtes connu pour avoir été limogé par Nicolas Sarkozy en 2008. Vous étiez ministre de la Coopération pour avoir déclaré « Il faut signer la mort de la France-Afrique ». L'acte de décès, oui. C'est peut-être pour cela que le président Macron vous a choisi, parce que lui-même en 2023 déclarait « Il n'y a plus de France-Afrique ». Alors, peut-être
personnellement, pouvez-vous nous décrire quel était le contexte de votre nomination et pourquoi avez-vous accepté cette mission qui n'était pas si facile que ça? Je ne, comment dirais-je, je ne remets pas en cause votre présentation. Je pense que, pour reprendre une phrase qui a été prononcée par un haut responsable militaire français dans le dialogue avant ma mission avec à la fois les responsables de l'armée, bien sûr au premier chef l'Élysée, pour porter cette mission de dialogue et de co-construction avec les responsables africains des 4 pays où nous avons encore des bases, il faut sur un temps donné, assez court, quelqu'un qui ne soit ni un militaire, ni un diplomate, ni un responsable politique en activité. Donc vous. Et je pense qu'on a tous une histoire et un passé. Je pense que en Afrique, il y a encore une certaine mémoire, je le dis avec modestie, de cet acte que j'avais posé à l'époque, et donc qui effectivement parle à un certain nombre de partenaires africains. Il y a eu certainement d'autres éléments de mon histoire personnelle qui ont pu entrer en ligne de compte. Et au moment de cette mission, enfin, j'avais 74 ans, c'est-à-dire que j'ai pas d'agenda politique, j'ai pas d'agenda caché, je fais ça pour servir mon pays, je fais ça parce que j'aime aussi le continent, et que je crois en sa capacité de développement par lui-même. Je crois beaucoup à ça, et donc je crois beaucoup depuis l'époque que vous avez citée, et même bien avant, à l'idée que nous devons faire évoluer non seulement notre regard, mais également nos partenariats, que d'ailleurs par rapport à tout le discours mensonger anti-français, mais parfois il y a des points d'accroche, comme l'idée que nous aurions un agenda caché, que nous serions, comme certains pays le sont d'ailleurs, éhontément dans la prédation, etc. Moi je pense qu'au contraire, il faut qu'on dise, mais attendez, si nous sommes en Afrique et si nous voulons garder des partenariats dans le monde d'aujourd'hui, c'est parce que d'abord c'est notre intérêt. C'est pas par repentance du passé ou par mauvaise conscience ou que sais-je, ou parce qu'on a des visées cachées, comme je le disais à l'instant. Non, nous avons des intérêts. Nous avons un intérêt sécuritaire, c'est que le continent et la partie subsaharienne du continent est à nos portes. Et on voit bien d'ailleurs les effets à la fois sur les enjeux de terrorisme, les enjeux de trafic, les enjeux migratoires non contrôlés, etc. Donc c'est notre intérêt, mais c'est aussi votre intérêt, c'est donc un intérêt partagé. Votre devenir et votre développement, comme je l'avais écrit dans un rapport parlementaire que j'avais co-signé avec un collègue qui a eu un certain écho à l'époque en 2013, l'Afrique est notre avenir, nous avons beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enjeu économique de la relation est minime, au niveau des PIB, etc. Mais demain, il peut être beaucoup plus important, car c'est le continent d'avenir qui est à nos portes, ça nous concerne, et donc c'est là aussi notre intérêt, et c'est aussi votre intérêt. Au Sénégal, par exemple, je crois qu'un quart de la recette fiscale, ce sont des entreprises françaises. Donc c'est, comme on dit, gagnant-gagnant. Et derrière, ce sont des emplois. Et derrière, ce sont des jeunes qui ont un autre avenir que l'émigration. Donc tout ça, ça doit être dit clairement, tranquillement, et surtout dans le respect des voies que doivent choisir ces pays pour enfin sortir des mots que nous évoquions tout à l'heure et qui parfois peuvent se terminer très mal, pour trouver chacun les voies de son développement. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous ne sommes pas des nostalgiques, nous ne sommes pas dans la mauvaise conscience, nous sommes dans des partenariats possibles, non exclusifs, et chaque fois que possible en lien avec nos amis européens. J'ai aussi travaillé sur cet aspect, avec vous autres, mais en respectant la voie que vous êtes choisie. C'est pour ça que j'ai eu ces déclarations, c'est pour ça que j'ai pu être considéré au début de cette mission comme la possible bonne personne pour le job, quoi. Alors justement, vous parliez de transparence, faites-nous entrer dans les coulisses d'une mission comme la vôtre. Comment s'organise-t-on au sens le plus pratique du terme? Est-ce que vous avez un bureau à l'Élysée? Est-ce que vous faites des points réguliers avec le président? Comment interagissez-vous? Voilà, oui, très le couvercle. Alors très concrètement, je vous en parle d'autant plus librement que ma mission est achevée. J'ai d'ailleurs rencontré hier Alexis Kohler pour faire vraiment un petit bilan de fin de mission. Ma mission s'est terminée sur le terrain par la visite à Londres fin janvier, puisque le président m'avait donné, au
moment où je le voyais, enfin déjà fin octobre, après que mon rapport soit passé en Conseil de défense le 23 octobre, une suite de missions d'aller expliquer à nos partenaires européens ce que nous avons fait et les perspectives que ça ouvrait à une présence concertée européenne dans ces pays et avec ces pays. Et donc ma mission s'est concrètement terminée donc courant février. J'ai d'emblée, donc quand j'ai démarré début février, puis constitué en quelques jours une petite équipe constituée de 2 représentants du ministère de la Défense, un colonel conseiller Afrique du chef d'état-major des armées, qui était donc le conseiller Afrique de ma mission, hein, très au fait, enfin vraiment de très grande valeur, un civil de Balard qui était à la DGRIS, donc à la direction des relations internationales du ministère de la Défense, et côté diplomatique, 2 diplomates qui m'ont été, en accord avec moi, trouvés par la direction Afrique du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Grosgurin, qui avait été notamment en poste en Guinée et en Centrafrique au moment où Sangaris se terminait, donc qui a vécu aussi le côté difficile et compliqué, mais ça lui a donné une forte expérience, et une diplomate junior, Inès Méraud, qui est la rédactrice Gabon, Guinée équatoriale, aussi de sa direction Afrique, et une chef de cabinet également, Marjorie Apruzès. Et donc cette petite équipe, j'ai pu... Enfin, chacun restant évidemment dans son ministère, mais on a eu un point fixe aux 2 rues de l'Élysée. J'ai eu effectivement pendant 1 an, jusqu'à la semaine dernière, un petit bureau au-dessus, enfin 2 étages au-dessus de celui du Conseil Afrique, et où c'était bien parce que c'était aussi une manière de marquer, quand on recevait des visiteurs, notre présence au sein du dispositif Élysée. Ma mission était naturellement bénévole, mais bien sûr, j'ai pu organiser tous ces déplacements avec un soutien engagé, je dois le dire, de nos ambassadeurs dans les pays concernés. J'ai vu évidemment, je suis quand même un vieux de la vieille, les tensions qui pouvaient exister dans la maison dont la presse s'est fait l'écho récemment entre les militaires et les diplomates. Mais, et puis au-delà de ça, c'est-à-dire que... Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Hein. Voilà, voilà. Dans la vie, parfois, il faut faire la part des choses et parfois ne pas se compliquer la tâche. Mais comme vous dites... Une mission comme ça, elle empiète sur les précarés de l'administration, des gens qui sont en charge de ces sujets normalement, alors que le conseiller spécial, lui, débarque là-dedans. Alors, c'est vous qui le dites et je ne vais pas vous contredire. Alors, conseiller spécial, non conseiller personnel. Au début, je ne voyais pas trop la différence, mais j'ai compris ensuite que conseiller personnel, d'ailleurs dans la relation avec le chef d'État africain, c'est un petit plus. Dans le positionnement au sein du fonctionnement administratif français, c'est un petit moins. Parce que, bon, souvent les conseillers spéciaux, c'est des ambassadeurs, etc. Mais, bon, au total, c'est vrai que comme on se le disait dans les débriefings que j'ai pu avoir, et je reviendrai sur ce point, sur la relation avec le président, ceux qui ont pu, à un moment ou à un autre, considérer que j'empiétais sur leur précaré, au fond, se sont trompés, ont eu tort, et feraient bien de balayer devant leur porte. Parce qu'en réalité, une mission temporaire comme la mienne ne peut fonctionner qu'avec un climat de confiance avec l'institution militaire, l'état-major des armées, bien sûr le ministre, qui a eu lieu, mais j'ai constamment pu compter sur leur soutien, et avec, en parallèle, le même type de relation avec les ministres successifs des Affaires étrangères, ce fut le cas, mais aussi avec les diplomates, tant dans les directions dédiées que sur le terrain. Et les diplomates ont été au top. Et donc, que certains aient pu considérer, à certains niveaux, dans ces entités, en l'occurrence pas dans l'entité militaire, mais plutôt dans l'entité diplomatique, que j'étais sur un précaré, à mon avis, n'ont pas renforcé leur propre rôle et leur propre influence, m'ont pas empêché d'avancer, mais devraient faire aussi, comme disent les militaires, un retour d'expérience.
Hein, ça serait à mon avis salutaire pour eux. Cela dit, moi, au niveau de mes interlocuteurs habituels, que ce soit le Conseil Afrique du Président, que ce soit les ambassadeurs, comme je vous le disais à l'instant, la direction Afrique, j'ai pas eu de problème. Donc, au total, j'ai quand même pu faire mon travail. Heureusement que j'avais le calme des vieilles troupes, heureusement que j'avais quelques heures de vol, ça m'a évité de me laisser perturber trop. Et le président. Voilà, le président. Et le président. Alors, le président, très franchement, au-delà de tout ce qu'on peut raconter sur le président, son mode de fonctionnement, son tempérament, il a du tempérament, à mon niveau, j'ai eu, bien sûr, un petit contact de point de départ. Il était un peu surpris d'ailleurs que je marque un intérêt et que mon nom circule alors qu'il avait le sentiment que j'étais très bien et que je donnais satisfaction dans la case président de la Commission nationale d'indemnisation des harkis, qui était le fruit d'une loi de début 2022 et dont je m'occupais depuis 2 ans. Et c'était assez sensible comme mission. Mais là, je lui ai dit, mais je suis très heureux d'avoir fait ce travail. Je crois, là aussi, avec une équipe, avoir apporté quelque chose. Les choses sont bien sur les rails maintenant. Je peux laisser la place à quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a une possibilité de servir la relation à l'Afrique, je n'hésite pas à me porter candidat. Ensuite, je l'ai revu en juillet, début juillet, pour un point d'étape qui s'est fort bien passé. C'était un moment où n'apparaissaient pas encore les premières tensions avec le Tchad. C'est apparu après, sur l'affaire des Biamalaki, etc. Mais c'était utile de faire ce point d'étape, y compris d'ailleurs, comment dirais-je, par rapport à ma position dans la maison Élysée. Une réassurance Moi, je n'avais pas besoin de réassurance, mais au niveau de l'accomplissement de mon travail, c'était pas mal. Ensuite, il y a eu, sans que je n'ai rencontré le président spécifiquement, le passage de mon rapport en Conseil de défense, le rapport classifié, et donc je sais que ça s'est bien passé. Et c'est après qu'il y a eu donc la nouvelle lettre de mission Europe. Donc c'était une étape quand même utile, où j'ai eu un contact, parce que bon, le président de la République, vous avez parfois un rendez-vous formel, qui dure toujours plus longtemps que prévu, ce qui est satisfaisant, ça permet aussi de s'exprimer, etc. Et puis vous avez les occasions informelles qui permettent d'en parler rapidement. Ça avait été le cas en septembre à l'occasion d'une remise de décoration, donc vous m'avez évoqué cette possibilité que j'avais acceptée de poursuite de mission Europe. Ensuite, je l'ai revu longuement tête à tête, puis avec la totalité de mon équipe, ce qui était valorisant pour mon équipe, et utile d'ailleurs pour le président, parce qu'on a pu évoquer quelques points très, très précis avec lui, notamment sur les aspects défense à cette occasion. Fin novembre, 3 jours avant d'ailleurs la rupture tchadienne. C'était très intéressant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, ni lui ni moi, hein, ni les gens qui étaient à nos côtés. Et c'est chaque fois des moments franchement encourageants. Et voilà, donc bon, j'ai pas non plus vocation à voir le président constamment, quoi. Mais c'était des rendez-vous utiles et qui permettent chaque fois de recadrer les choses. J'ai aussi l'occasion d'ailleurs, notamment au rendez-vous de juillet, de faire, préalablement bien sûr, auprès du SEMA, qui a été un soutien constant, le chef d'état-major particulier du président, qui a été un soutien constant, mais aussi auprès du président lui-même, de faire remonter un certain nombre de propositions après les contacts que j'ai pu avoir avec les pays, avec les chefs d'État, mais aussi avec le terrain, hein, comme au Tchad, où j'ai vraiment vu tout le monde, et où mon point de vue a été entendu. Bon, ça n'a pas suffi, et ça n'a pas empêché la cessation de la coopération militaire, en bon ordre au demeurant, mais bon... Alors, j'aimerais qu'on évoque rapidement les 4 pays que vous avez, qui étaient l'objet de votre mission. Dont 3 dans lesquels j'ai pu la mettre en œuvre, puisque sur le Sénégal, j'ai jamais vraiment pour en parler aussi. Alors, mais justement, j'aimerais qu'on commence par les plus difficiles, par les pays qui ont bousculé votre calendrier. Commençons par le Sénégal. Le jeune président Bassirou Diomaye Faye, élu en avril 2024... Mars. Alors bon, excusez-moi, n'était pas dans une logique de rupture brutale avec la France. Vous n'avez pas pu rencontrer ce président dans le cadre de votre mission, puisqu'il y avait un problème d'élection, etc.
Et à la fin de l'année 2024, c'est par une interview au journal Le Monde que le jeune président annonce qu'il n'y aurait bientôt plus de soldats français sur son territoire. Est-ce que c'est un camouflet pour nous? D'abord, ce que je vais vous dire s'agissant du Sénégal, c'est que, ça on en est d'accord avec l'Élysée, si ma mission avait pu démarrer comme prévu en tout début d'année, c'était le premier pays où je devais me rendre. On n'était pas encore en campagne électorale. Là-bas, et on aurait pu, comme ça s'est passé par exemple en Côte d'Ivoire, trouver un peu le terrain d'entente dans un contexte où effectivement, c'est bien que vous le rappeliez, début 2024, aucun des 4 pays, c'est pour ça qu'il y a eu ma mission, ne souhaitait notre départ. Mais ça n'est pas arrivé, puisque finalement les choses ont, comme malheureusement c'est souvent le cas en France, ont un peu traîné. Donc, début février, on n'était plus dans la même séquence. J'ai eu d'ailleurs, pour la petite histoire, un rendez-vous téléphonique organisé en présence de l'ambassadrice, etc., avec le président Macky Sall pour lui dire l'esprit de ma mission, à un moment où je commençais, où j'allais en Côte d'Ivoire, etc., où il s'agissait de respecter aussi ce partenaire important qu'est le Sénégal. Et à l'occasion de cet entretien, à la fin de cet entretien, je lui dis naturellement, Monsieur le Président, je me rendrai, j'exprimerai le souhait de me rendre au Sénégal auprès du président qui sera sorti des urnes, quoi, dans l'élection qui actuellement se prépare, ce qu'il a d'ailleurs parfaitement compris. Voilà. Donc, quand la nouvelle équipe a été élue, effectivement, nous avons fait part, par les voies diplomatiques, et tout à fait de notre souhait de me permettre de me rendre au Sénégal. Je m'étais déjà rendu, d'ailleurs, à ce moment-là, fin mars, en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Gabon. Et la réponse, on l'a eue, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, lors d'une visite du président Bassirou Faye à Paris le 20 juin, à l'occasion d'un sommet vaccin qui se tenait à Paris. Et du coup, il y a eu une réunion à l'Élysée dans la suite de ce sommet bilatéral avec le président, plusieurs de ses ministres, que j'avais d'ailleurs moi-même rencontrés, comme le ministre de la Défense, par exemple, le matin même, du Sénégal. Et à l'occasion de cette réunion, où j'étais, il y a eu, comme toujours en pareil cas, un tête-à-tête entre les présidents et un déjeuner parallèle avec les ministres, Affaires étrangères, Défense, moi-même. Et là, très clairement, le président Macron a dit à son homologue, voilà, si vous souhaitez que nous partions, pas la peine de nous chasser. Hein, vous nous le dites. Et, bon. Non, pas du tout. Laissez-nous le temps de la réflexion. Voilà, enfin, très bien. Et le temps est passé et il y a eu, c'est tout à fait logique dans ce processus démocratique au demeurant toujours exemplaire au Sénégal, l'élection législative, après dissolution comme il se doit dans les institutions de ce pays, ce qui fait que ce n'est que courant novembre qu'il y avait donc une équipe avec une majorité, etc. Et donc dans l'intervalle, je ne suis pas allé, et donc ma mission n'a pas pu s'exercer sur ce pays. Et lorsque nous avons échangé le 25 novembre avec le président sur les 4 pays et qu'on a évoqué le Sénégal, objectivement, on ne savait pas si on allait avoir, mais on l'avait tout à fait envisagé comme une possibilité, une demande de départ rapide. Donc nous étions prêts à cette hypothèse, sans drame, ou si, comme ça s'était passé par exemple au Côte d'Ivoire ou au Gabon, l'idée qu'il y ait une forte réduction de l'empreinte et un départ progressif sur un temps un peu plus long. Et franchement, quand le président sénégalais, dans la foulée, il faut bien le dire, puisque c'était genre 2 jours après, de l'annonce de la fin de la coopération militaire par les Tchadiens, donc il y a eu une espèce de boule de neige. Oui, comme vous dites, on n'a pas été pris de court. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça un camouflet? En tout cas, la France ne s'est à aucun moment comportée comme ayant subi un camouflet, mais au contraire comme un partenaire respectueux de la décision d'un pays avec lequel nous avons énormément de relations, qui continue, avec lequel nous ne sommes pas fâchés. Hein. Et donc, eh bien voilà, ok, on vous avait posé la question, nous avons votre réponse. Après, j'ai vu quelques éléments, j'ai lu comme vous l'article du Monde, je suis cité, je suis très étonné parce que moi, je n'ai jamais rien dit sur le sujet, ma mission n'a pas porté sur le Sénégal, et donc on m'a fait dire des choses que, mais c'est pas grave, bon, ça fait partie de
hein, des jeux de journalistes. Non, je veux pas des jeux de journalistes, des jeux politiques, quoi, voilà, internes à tel ou tel pays, mais bon, il faut respecter ça. Alors j'aimerais qu'on évoque le cas du Tchad, qui est plus spectaculaire. Là, c'est une autre histoire. En novembre 2024, au beau milieu de la nuit, les autorités tchadiennes annoncent dans un communiqué publié par Facebook la décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense, juste après le passage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Est-il vrai que les autorités de N'Djamena auraient été mécontentes du redéploiement tel que vous le préconisiez dans votre rapport? Franchement, d'abord, première remarque, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons été surpris. Lorsque j'ai vu le président le 25 novembre, on était, notamment dans la discussion avec mon équipe, sur la finalisation d'un accord de nouveau format sur lequel nous avons travaillé pendant des mois. Je dirais jusqu'au moindre détail. Un des aspects des échanges qu'on a pu avoir à ce moment-là, c'était voilà, dans les points d'accord sur les équipements, puisqu'il y a toujours aussi le sujet équipement que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, à côté des sujets formation, etc., entraînement, force spéciale, renseignement, tous les sujets de partenariat, hein, de soutien au renforcement des capacités souveraines des pays, c'était le maître mot de ma mission. Il y avait la question équipement. Et il y avait un sujet d'hélicoptère, et également de financement, et donc de souci qu'il n'y ait pas de frein à Bercy, etc. Donc le 25 novembre, nous étions vraiment dans la finalisation d'un accord qui avait été assez loin. Moi-même, par exemple, j'avais su convaincre, après ma présence sur le terrain côté français, à tout niveau, militaire, politique, que dans cette étape intermédiaire où il y a encore une présence à minima, ce qu'on appelle un dispositif socle et des points d'accès, il était préférable, ce qui n'était pas notre idée de départ, de rester dans les 3 bases, N'Djamena, Faye El Arjo, Abéché, et pas une seule. Hein. Donc, et que c'était le souhait des Tchadiens, et que pour nous c'était entendable et organisable avec un effectif extrêmement réduit, avec, enfin je ne citerai pas de chiffres, mais ils étaient dans la presse. Et donc, sur la question aérienne, qui a aussi circulé dans les rumeurs, il y avait des aéronefs qui resteraient basés, d'autres qui seraient au niveau régional régulièrement présents. Donc il y avait toutes les assurances qui avaient été données et qu'il n'y ait pas d'abandon. Hein. Donc après, j'ai lu beaucoup de choses, comme vous. J'ai aussi lu qu'il y a eu quelques jours avant, vous savez, fin octobre, une intervention de l'armée tchadienne sur le lac Tchad contre Boko Haram, avec, comme chaque fois en pareil cas, une demande d'un soutien aux côtés des, enfin, en appui des hélicoptères de l'armée tchadienne, de l'aviation française, et qui a été obtenu. Alors, chaque fois, ça prend un peu de temps parce qu'on a des procédures qu'il faut respecter, mais c'est pas nouveau. Et il ne faut pas faire semblant. Hein, et il y a eu aussi un petit sujet de droit de suite. Nous, on s'arrête aux frontières, en l'occurrence du Niger. On n'allait pas ouvrir un... Bon. Donc, après qu'il y ait des petits reproches, mais ce genre de choses font partie du quotidien, d'une entente par ailleurs bonne au niveau des militaires, des responsables militaires, bonne au niveau politique. Et quand on veut... Vous connaissez l'expression populaire, hein, quand on veut noyer son chien. Donc quand on veut à un moment doné aller vers la rupture pour des raisons que nous devons respecter, on peut toujours retrouver toute une série de points sur lesquels d'ailleurs nous ne sommes pas forcément d'accord sur l'interprétation qui est faite de ces différents aspects. Je vais vous donner quelques exemples parmi d'autres. Donc on évoque aussi des raisons politiques, sur la question de la neutralité du Tchad sur le conflit au Soudan, qui est régulièrement rappelé dans les contacts qu'on peut avoir, parce que il y a aussi le Soudan fait partie des enjeux de sécurité pour le Tchad. Le Tchad, c'est vraiment le pays de tous les dangers, que ce soit le Soudan, Boko Haram que je viens de citer, le Nord. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné les choses... bon, il y a aussi certainement un contexte politique, les élections à la fin de l'année, peut-être un climat aussi anti-français entretenu par certains, etc. Franchement, je vais vous dire,
je ne sais pas aujourd'hui ce qui fait... Bon, il y a eu aussi l'affaire des biens mal acquis qui a créé de la tension. Mais moi je veux juste vous dire une chose. Parce que, encore une fois, je ne sais pas tout. C'est normal. Quand j'ai rencontré le président Déby lors du sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts début octobre, fin septembre, début octobre, après qu'il ait vu le président Macron suite à une période de froid où il n'avait pas été aux commémorations de la libération, débarquement de Provence, etc., froid lié à cette question des biens mal acquis, le contact était bien rétabli. Le président Déby était content de l'échange qu'il avait eu avec le président français la veille, m'a remercié de mon travail, et nous étions donc quelques semaines avant la rupture. Donc, vous voyez, bon, mais encore une fois, je trouve que l'attitude française a été bonne, dans la mesure où nous avons été, même si nous l'avons appris par voie de communiqué de presse, qui est un peu singulier, mais nous avons été d'emblée respectueux de cette décision. On ne s'est pas vexé, on ne s'est pas fâché, on a dit ok, on fait. Et on a fait, d'ailleurs, on a même surpris d'ailleurs nos partenaires de le faire. Ils souhaitaient un délai rapide, on l'a fait dans un délai rapide. Et pour certains, ça a été un crève-cœur peut-être, tant au niveau tchadien que français, c'est sûr. On est en train de terminer, par exemple, un hôpital militaire de très belle qualité, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui aurait été au service des populations tchadiennes. Mais c'est comme ça. On nous demande de partir, on part, et du coup, nous gardons une relation de bonne qualité avec le Tchad, et j'espère que ce sera le cas. Alors, après, quels seront les partenariats que ce pays va établir par rapport à certaines menaces où effectivement il est utile de pouvoir avoir un soutien notamment aérien quand vous avez des... ça, je ne sais pas répondre à cette question. C'est ce qu'a répondu effectivement Sébastien Lecornu sur si demain on fait appel à nous, que se passera-t-il. Selon le président de la République, le bilan de vos concertations sur ces 4 pays est positif, notamment au Gabon et en Côte d'Ivoire. Il l'a dit publiquement, non lors du 6 janvier, lors de la conférence des ambassadeurs, il vous a remercié personnellement pour cette action et pour ce travail. Rapidement, j'aimerais qu'on évoque la Côte d'Ivoire et le Gabon. Donc, Côte d'Ivoire, le 20 février dernier, Sébastien Lecornu faisait la rétrocession de la base militaire près d'Abidjan, à Port-Bouët, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Là, c'était quoi? C'était la version soft du « allez-vous-en » ? Alors d'abord, je voudrais dire, puisque vous faisiez allusion au discours du président de la République le 6 janvier dernier devant les ambassadeurs, comme chaque année, c'est les vœux aux ambassadeurs, le fait qu'il ait cité nommément ma mission, c'était la seule mission qu'il ait citée nommément pour exprimer un satisfecit, eh bien, mon interprétation, c'est que, en fait, c'est pas que dans les 2 pays que vous avez cités que la mission a été réussie. Elle a été réussie sur toute la ligne. Sur le Tchad, au fond, on est arrivé à l'objectif, qui était de réduire cette empreinte avant un départ définitif d'une présence permanente. Ça devait se faire par étapes. C'est une question de tempo, quoi. Voilà, mais à la fin, c'est fait maintenant. C'est fait. Et en plus, on n'est pas fâché, donc c'est pas fait de manière conflictuelle comme dans les pays où on a été chassé. Ça s'est fait, comme disent les militaires, en bon ordre. Au Sénégal, où ma mission n'a pas vraiment porté, mais où le fait que j'ai été cité par le président Bassirou Faye montre qu'elle était un peu en toile de fond, quoi. Enfin, c'était, voilà. Hein, mais du coup, le résultat, il est là aussi, et c'est satisfaisant, puisqu'au moins, il n'y a plus ce sujet dans la relation entre les 2 pays. Donc déjà, ça, c'est une chose positive. Ensuite, pour les 2 autres pays, il y a encore une chose que je voulais dire sur le propos du président le 6 janvier. Certains lui ont reproché, notamment dans les médias, la phrase, la phrase « vous n'avez pas dit merci », etc. Moi, j'ai réagi dans les médias français. Je rappelle, pour que ça soit bien clair, le président de la République a dit « certains pays d'Afrique ne nous ont pas dit merci pour la lutte antiterroriste que nous avons menée à leur côté ». Alors, j'ai été amené à rappeler à l'époque, quand on m'a interrogé là-dessus, encore une fois, maladresse, arrogance, attendez. Moi, je ne suis pas l'arbitre des élégances sur la manière dont s'expriment les uns les autres, mais par contre, le président de la République, il est le président de la République française. Donc quand il s'exprime, il s'adresse aussi aux Français. Hein, quand on est présent militairement pour aider un pays qui nous le demande, eh bien, c'est la France.
quand on est au combat contre les djihadistes, c'est des soldats français qui meurent. C'était 5100 soldats sur l'opération Barkhane au maximum. Et avec des frères d'armes africains aussi, mais qui sont sur leur sol. Nous, on envoie des soldats. Moi, j'ai perdu mon fils au Mali. C'est un sacrifice français. Et donc, quand le président s'exprime, et qui dit cela, il parle aussi aux Français, qui ont parfois mal compris les réactions. Voilà. Donc, c'est bien que les Africains entendent ça aussi. Parce que, je veux dire, on ne doit pas être constamment dans l'idée que nous, on est juste là pour battre notre coulpe, etc. Et de l'autre côté, on a un certain nombre de personnes, je ne généralise pas, mais parfois c'est un propos qu'on entend, notamment sur les réseaux sociaux, ou dans certains discours des diasporas, etc. Ce qu'on fait, c'est jamais bien. De toute façon, par définition, on est... Non, à un moment donné... Notamment entretenu par la contre-influence russe. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut aussi un peu assumer... Alors, pour revenir à votre question... Côte d'Ivoire. Pour revenir à votre question, non. Non, parce que, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est à la fois la mise en œuvre du travail porté par ma mission, exactement comme nous en sommes convenus avec le pays concerné, d'une part, et c'est d'autre part un discours du président Alassane Ouattara dans les vœux, le discours traditionnel du président ivoirien le 31 décembre, qui est une appropriation politique d'une démarche que je trouve assez habile par rapport à toutes les instrumentalisations qui pourraient aussi y avoir, y compris dans son pays, d'instrumentalisation, etc. Et donc, il porte la démarche, il la porte politiquement, et il donne la direction. Et le fait que le ministre français de la Défense était présent dans la cérémonie officielle et de Port-Bouët le 20 février montre bien que là, on est vraiment dans, je dirais, l'idéal de ce que souhaitait ma mission. C'est aussi le cas à Libreville, où les choses se passent avec la spécificité du Gabon, qui n'est pas la menace au nord djihadiste, mais qui est la problématique de la piraterie, la problématique également de l'arrivée dans le golfe de Guinée d'un certain nombre de, de transports, de narcotrafic et autres, mais aussi, très fortement, dans le cadre du partenariat que nous avons évoqué, la problématique de la forêt du Gabon, de son rôle à la fois pour le pays, mais également pour l'équilibre de la planète, avec toute une série de choses que nous allons faire ensemble sous l'autorité gabonaise, et où, là aussi, la gabonisation du camp Charles de Gaulle se fait totalement dans cet état d'esprit. Et donc, oui, moi je suis très fier de ce qu'on a pu discuter avec nos amis gabonais. Alors, néanmoins, un rapport sénatorial de janvier 2025 est très critique sur la politique africaine de la France. Je cite, « Tentative de refondation impulsée par le haut, une approche dite 3D, défense, diplomatie, développement, globalement mise en échec, un format des bases militaires françaises avec une réforme dépassée par les événements. » Que vous inspirent ces constats et ces critiques ? Bon, je connais bien les sénateurs en question, j'ai moi-même été sénateur, j'ai moi-même été membre de cette commission qui fait du très très bon travail sous l'impulsion de son président Cédric Perrin, qui est vraiment quelqu'un de très bien et de très bon connaisseur des enjeux. Je dirais deux choses. La première, c'est que leur travail porte sur un temps long. Et sur un temps long, qui inclut la période présente, mais également tout ça vient de loin, on ne peut pas dire que on ait su toujours avoir les bonnes anticipations. Je faisais allusion tout à l'heure à mes propos de 2008. Donc mon rapport sur l'Afrique date de 2013 et à certains égards, au niveau du constat, il est assez critique. Bon, il est aussi positif sur les atouts que nous gardons et les perspectives que nous devons donner, parce que mon rapport de 2013 a été mis en œuvre par les pouvoirs publics français très imparfaitement. Donc, si on s'inscrit sur un temps long, je n'ai pas dit très long, mais long de quelques décennies, c'est un peu le temps de l'action humaine sur ces sujets, je comprends qu'il soit critique. Après, pour le reste, comment vous dire cela ? Et là, je n'incrimine pas mes collègues et amis sénateurs, ni le Sénat en général, mais les assemblées parlementaires. Vous disiez tout à l'heure dans votre introduction que j'ai également été auditionné par l'Assemblée nationale et le Sénat.
la première réaction des politiques, et moi je suis à la base un politique que j'ai pu rencontrer de tous bords, députés, sénateurs, c'était, mais au fond, pourquoi cette mission? Pourquoi partir de pays dont on ne nous chasse pas et où nous gardons encore une influence? Certains, peut-être, ont oublié qu'ils ont dit ça, mais ils l'ont dit devant moi. Après, je les ai revus les uns et les autres. Je ne parle pas des gens que j'ai cités tout à l'heure, hein, je parle en général du monde politique. Et c'était intéressant parce que je les ai revus quelques mois après qu'ils m'aient dit ça au début de ma mission, et ils n'avaient plus le même discours. Parce qu'ils avaient eux-mêmes compris que c'était en train de basculer, et que si on n'avait pas su bouger, on pouvait être chassé comme on l'a été des autres pays, et là, on gagnait rien, quoi. Donc, je veux dire par là qu'on est quand même dans un moment où on s'est tous un peu cherché. On a tous un peu cherché, il faut être modeste, il faut être un peu humble de temps en temps sur des sujets géopolitiques complexes, la bonne manière de faire. Et quand on la trouve, ça n'est jamais complètement la bonne manière, hein, d'une certaine manière. Je veux dire, je le répète, on n'a pas la machine à remonter le temps. Hein, on dit, ah bah si on savait ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait... Même, ça vaut même pour ma mission. Et donc, qu'ils aient pu être critiques sur la manière dont on a organisé ce départ progressif des bases françaises, bon, c'est un petit peu leur rôle, c'est une manière aussi... mais au total, voilà, je pense que même par rapport à ce rapport, il faut faire la part des choses. Encore une fois, je le fais. Et ce qui est toujours intéressant dans ce genre de travaux de qualité, qui peuvent parfois être sévères, pour différentes raisons, hein, il faut aussi s'attacher aux propositions dans le monde qui vient. C'est ça qui m'intéresse, moi. J'aimerais terminer cet échange riche avec vous en revenant un petit peu sur un aspect de votre parcours. En 2020, vous avez décidé de quitter la vie politique. Vous étiez sénateur, vous veniez de perdre votre fils dans un tragique accident d'hélicoptère au Mali. On dit que c'est difficile de quitter la vie politique. Est-ce le cas? Et qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Vous savez, je pense que c'est très difficile de quitter la vie politique quand on est chassé. Pour reprendre le mot que nous avons employé à plusieurs reprises concernant certains de pays africains amis, même très amis, Burkina Faso, pays que j'ai connu dans ma jeunesse. Mais la vie politique, quand on décide, en ce qui me concerne, après 40 ans de vie politique à plein temps, hein, ma première élection comme député en 81, la fin de mon mandat sénatorial à l'automne 2020, quarantaine d'années, volontairement, lorsqu'on décide volontairement sur un choix qu'on a fait déjà quelques années avant, pour se dire que, bien sûr, j'aurais pu me représenter à la proportionnelle dans mon département, j'avais toutes les chances d'être réélu. Je faisais peut-être le mandat de trop. Du coup, là, le souvenir que j'ai de cette dernière période politique, après différentes étapes gouvernementales, maires, etc., est un bon souvenir. J'ai eu la chance à la fois de présider la délégation aux collectivités territoriales pendant 6 ans, de faire un excellent travail avec des gens comme le président Larcher, Philippe Bas, tant d'autres de tous bords politiques. Ce sont des bons souvenirs. À la commission des affaires étrangères et de la défense également, hein. Donc, au fond, je pars vraiment serein, mais la condition de cette absence de frustration, de ce sentiment d'avoir fait le bon choix, c'est de garder, au-delà de la vie personnelle, familiale, avec les petits-enfants, etc., qui est importante, et c'est de garder une perspective d'engagement. Ces engagements peuvent être bénévoles, les engagements à la demande du président, que ce soit les harkis ou l'Afrique, ont été bénévoles, mais quand même très prenants et très, très riches, je crois. Donc je ne regrette pas, je trouve que bientôt 5 ans après, je suis content d'avoir gardé le rythme. Hein, car si je m'étais arrêté du jour au lendemain, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler, je serais peut-être... forcément vieilli, quoi, mais je pense qu'il faut essayer de trouver le bon équilibre, on ne le trouve jamais. Mais le simple fait de le chercher est déjà en soi quelque chose qui vous rassénère et qui vous donne le sentiment de rester utile, ce qui est pour moi un moteur majeur. Alors, Jean-Marie Bockel, on a une question rituelle dans ces entretiens.
à la fin de ces échanges, si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Jean-Marie que vous étiez à 18 ans, les yeux dans les yeux, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Ben, je dirais ce que je dis, ce que j'ai dit chaque fois que j'ai été, notamment dans ma vie politique, auditionné dans des classes avec des élèves, jeunes, enfants, adolescents, etc. Je leur dis, écoutez, c'est banal ce que je vais vous dire, mais vous avez forcément des rêves à un moment donné. Hein, mais attachez-vous à les réaliser. Moi, mon rêve, quand j'avais même pas 18 ans, quand j'avais 14 ans, c'était de faire de la politique. Certains veulent être docteurs, d'autres veulent être avocats, enfin j'étais avocat d'ailleurs, mais veulent être... somme toute, j'ai aucun regret, quoi. Ça se passe jamais comme prévu. Hein. Mais si j'avais pas eu ce rêve, j'aurais pas pris autour de 20 puis 30 ans un certain nombre de décisions qui ont fait qu'à un moment donné, j'étais en situation d'y aller, quoi. Parce qu'à un moment donné, par exemple, moi, je fais partie de cette catégorie de politiques qui ont eu une vie professionnelle avant. Je n'ai pas été que... J'ai toujours fait de la politique, aimé la politique, mais comme me disait mon père, et d'abord un métier, tu seras libre. Sauf que quand vous avez un métier, en l'occurrence avocat, que vous vous installez à votre compte, que ça se passe pas mal, à un moment donné, ça vous bouffe entièrement. Et moi, je me suis retrouvé à 29 ans dans une situation où j'avais plus le temps de faire la politique. Et où je me suis dit, ça continue comme ça, ben, c'est une autre voie. Mais non, mon rêve, c'était la politique. Donc, je me suis associé avec deux jeunes qui n'avaient pas de clients, qui étaient des copains. Ils ont dit, écoutez, on va partager mon bénéfice, hein, je vais gagner moins, mais je vais pouvoir refaire de la politique. Et un an après, j'étais député, quoi. Donc, voilà. Oui, j'aurais dit, portez votre rêve, et je pense avoir porté mon rêve, avec des hauts et des bas, avec des réussites et des échecs. Mais au moins ça, ça me comment dirais-je, ça me satisfait, quoi. Jean-Marie Bockel, merci. Merci à vous.